Bonjour à tous et bienvenue dans Va des Rétro. Si je vous dis Who's That Knocking at My Door, Pi, Eraserhead, The Following et Les Duellistes, est-ce que vous pouvez me dire ce qui connecte ces films? Eh bien pour ceux qui connaissent, ce sont déjà des films réalisés avec un budget réduit, mais aussi des films de réalisateurs célèbres. Mais quel est le lien entre les films de ces grands réalisateurs? Ce sont tous, pour chacun, leur tout premier long métrage réalisé. Même si on est toujours à l'affût du dernier Spielberg ou du prochain Eastwood, n'oublions pas qu'il y a un début à tout. Et c'est parfois intéressant de découvrir l'œuvre qui correspond à la naissance d'un réalisateur auprès du public. Des films généralement minimalistes, parfois imparfaits, souvent créatifs, bref, les premiers nés qui marquent le début de carrière d'un artiste. Après tout, l'un des films considérés comme meilleur film de tous les temps est un premier film de réalisateur. Je parle bien entendu de L'attaque des piranhas volants de James Cameron. Ou Citizen Kane. Les deux se valent plus ou moins. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que l'un des films qui m'a le plus fasciné dans mon adolescence est le premier film d'un réalisateur que j'affectionne. Un film à l'aspect ingénu, mais qui recèle de multiples facettes. Cube. Cube est un film de science-fiction horrifique canadien, sorti le 9 septembre 1997 au Canada et le 28 avril 1999 en France, réalisé par Vincenzo Natali, un réalisateur, producteur et scénariste canadien qui a démarré sa carrière comme storyboarder, ou scénarimagiste en français. Même si j'ai jamais entendu un seul français dire « je suis scénarimagiste ». Peut-être parce que ça sonne un tout petit peu con. Le travail du storyboarder consiste à réaliser des storyboards, ou scénarimage, c'est-à-dire une représentation du découpage d'un projet de film sous forme de croquis réalisé en pré-production et qui sert d'outil de référence pour une meilleure visibilité des plans et des cadres à réaliser lors du tournage. Moi j'en fais un pour chaque épisode de Va des Rétro. Tiens, voilà un exemple. Comme vous le voyez, c'est l'épisode... Vincenzo Natali a travaillé comme storyboarder sur de nombreux projets de toutes sortes, comme le délirant film de science-fiction Johnny Mnemonic, ou des séries animées comme Beetlejuice, Les Contes de la Crypte, ou encore Babar. Toujours côté série, il a réalisé certains épisodes de très bons feuilletons comme Westworld, American Gods, The Strain et Hannibal. En ce qui concerne les longs métrages, Vincenzo Natali réalise Cypher en 2002, un film de science-fiction d'espionnage divertissant autant par son lot d'action que par ses nombreux rebondissements, puis Nothing en 2003, une comédie dramatique philosophique expérimentale sur l'amitié, riche en idées et vide de décor, et avec seulement 3 acteurs, dont une tortue. Je vous laisse deviner lequel a été payé en salade. C'était la tortue. Splice, un drame de science-fiction horrifique sorti en 2009, est encore aujourd'hui sa production la plus coûteuse. Film méconnu et peu apprécié à sa sortie, mais que je vous recommande sincèrement, car outre son aspect science-fiction horreur tournant autour des problèmes éthiques rencontrés en génétique médicale, c'est également un film dramatique sur l'éducation. Bon, ma théorie, c'est qu'il a été mal reçu surtout à cause d'une scène en particulier, une scène qui peut vous faire réagir comme ça. Il réalisera également Haunters en 2013, qui est selon moi le mouton noir de sa filmographie, mais qui reste un petit film d'horreur sympathique du samedi soir, et il a beaucoup plus récemment réalisé In the Tall Grass, ou Dans les hautes herbes en français, adaptation de Stephen King, et excellent film d'horreur oppressant à souhait. Non, je vous assure, après ce film, vous ne verrez plus jamais votre plante verte de la même façon. Vincenzo Natali est un des plus bels exemples d'artiste indépendant, qui construit ses rêves avec 3 bouts de ficelle et un rouleau de scotch, mais qui, une fois à l'écran, paraissent plus vrais que nature. On repérera dans son inspiration des styles empruntés à ses 2 réalisateurs fétiches, David Cronenberg, grand maître du body horror, et Terry Gilliam, pour qui il a également réalisé le making-of pour le dérangeant et pourtant poétique Tideland. L'une des grandes clés du talent de Natali réside dans sa maîtrise de la simplicité, et Cube, l'aîné de ses projets, est plus qu'un premier film, car il a lancé sa marque de fabrique, son style et l'unicité de son art. Le film s'ouvre sur un groupe de personnages se réveillant dans une étrange prison, un réseau de pièces cubiques connectées entre elles, et dont certaines renferment des pièges mortels. Ils ne savent pas où ils sont, ni la raison de leur présence dans ce lieu étrange. C'est aussi simple que cela. Comme on va le découvrir, la complexité du film découle de ce scénario rudimentaire. Côté casting, on n'a pas des inconnus, mais pas non plus des acteurs assez familiers pour que je développe des recommandations.
si l'on accepte David Hurley, l'acteur fétiche de Vincenzo Natali et son ami de longue date, qui joue dans tous ses films, mais aussi dans la série Stargate Atlantis, dont je n'ai vu qu'un seul épisode, l'épisode 214, mais qui, coïncidence, est, comme dans beaucoup de films de Natali, un spécial huis clos, dans lequel il se retrouve confiné dans une petite navette sous la mer. Coïncidence ? Oui. Parmi les prisonniers du cube, on y rencontre également Holloway, médecin adepte de théories conspirationnistes, Leven, une lycéenne, Renz, un expert en évasion, Kazan, un jeune homme autiste, et Quentin, un policier chevronné. Ah, alors lui, il est joué par Maurice Dinwiddie, qui joue aussi super bien de l'harmonica. Ouais, quand je vous dis que je sèche sur les recommandations. Comme beaucoup de premiers films, la naissance de Cube a été particulièrement laborieuse et difficile. Ne trouvant aucune production intéressée par son scénario, Natali a d'abord réalisé le court-métrage Elevated, qui donne un avant-goût de l'ambiance claustrophobique de Cube, et qui lui a permis de financer le film, réalisé en seulement 3 semaines de tournage, dans un décor de 4,30 m sur 4,30 m, c'est déjà plus grand que mon appart, et avec un budget de 350 000 $, ce qui est peu. Anecdote amusante, ce parcours du combattant des débuts est similaire à ce qu'a expérimenté le réalisateur Sam Raimi, qui, en 1979, réalise le court-métrage Within the Woods, afin de promouvoir la réalisation de son tout premier film, Evil Dead, avec sensiblement le même budget que Vincenzo Natali pour Cube. Si vous êtes comme moi un adepte de films d'horreur, je vous recommande absolument Evil Dead, mais également Evil Dead 2 et Evil Dead 3, ou Army of Darkness, une de mes trilogies préférées du cinéma fantastique. Flippante, hilarante, délirante, démente, taboulémente. Alors oui, c'est vrai, Cube fait aussi techniquement partie d'une trilogie. D'autres réalisateurs ont investi l'univers de Cube, pour concevoir 2 autres œuvres. Cube 2 ou Hypercube sorti en 2002, et Cube 0 en 2004. Autant je vous recommande Cube, autant pour ses suites, je vous dirais... L'idée initiale de Natali pour Cube était de faire un film autour d'un groupe d'experts comptables qui se réveillent en enfer. Bon, jusqu'ici c'est réaliste. Mais le scénario initial était aussi bien plus délirant, incluant un monstre qui arpente la prison, des images surréalistes, et même de la mousse comestible qui pousse sur les murs. Mais avec la collaboration de son ami d'enfance et colocataire de l'époque, André Bidjelik, Natali a épuré son scénario pour en tirer une histoire d'une efficacité redoutable. 6 inconnus enfermés dans une prison piégée, sans eau ni nourriture, ni explication. Et c'est un peu devenu la marque de fabrique du réalisateur, ne jamais donner d'explication, sans pour autant laisser les spectateurs sur leur faim, et enfermer ces personnages dans de terrifiantes et énigmatiques prisons, dans lesquelles ils doivent faire face aux dangers qui les guettent, autant qu'à leurs propres démons intérieurs. Son 3e film Nothing met en scène les mêmes thématiques, avec ses personnages tombant en plein néant, Haunters avec sa maison coincée dans un univers au parfum de purgatoire, Dans les hautes herbes avec son chant labyrinthique vivant, et même Splice, où le choix de quasi huis clos transfigure un film d'horreur apparent en drame psychologique troublant. Tout dans Cube nous éloigne de la réalité du monde humain. La musique, composée par Mark Corven, compositeur par ailleurs de la bande originale de The Lighthouse, film d'horreur Lovecraftien et seconde réalisation de Robert Eggers après The Witch, 2 très bons films d'ambiance, et qui dans Cube n'est pas vraiment une composition mélodique, mais un agencement de sons oppressants, de tapotements, grincements et chuchotements étouffés. En gros, le thème principal de Cube, ça fait un peu comme ça. Mais en beaucoup mieux. Côté horreur, je dois dire que les scènes violentes du film, qui sont certes relativement gore, sont également assez rares, et du coup imprévisibles. Juste assez pour nous maintenir en tension. Une tension à laquelle on rajoute l'univers claustrophobique des décors, réduit à ces cellules énigmatiques qui nous coupent du monde extérieur, et donc du monde humain. Les personnages eux-mêmes n'ont pas d'identité apparente. Leurs habits sont réduits à de simples uniformes de prisonniers, et leurs noms s'avèrent être ceux des noms de prisons célèbres. Leavenworth, en référence à la prison Leavenworth, et Quentin en référence à la prison de Saint-Quentin aux États-Unis, Holloway en référence à la prison pour femmes du même nom en Angleterre, Kazan en référence à la prison Kazan en Russie, et Rennes en référence au centre pénitentiaire de Rennes en France. Les personnages ne se construisent qu'à travers ce qu'ils révèlent, leur confession ou leur comportement, et tous ont leur propre version personnelle du secret caché derrière le cube. Une conspiration du gouvernement, le jeu de folie d'un milliardaire, des extraterrestres, ou même encore une simple erreur administrative, une métaphore du système qui s'égare dans ses propres règles. Moi perso je penche pour des lutins farceurs. Les mêmes qui volent ma chaussette après un lavage. La prochaine fois, je vais pas les louper. Les seules données laissées à disposition par le cube sont les numéros de série de chaque cellule.
Reste à savoir s'il s'agit du nombre de pièces, de leur emplacement ou d'un code secret caché dans une équation. Mais à défaut de ne pas deviner le secret caché derrière le cube, on peut en déceler ses représentations symboliques dans le film. Le cube est en soi une allégorie du monde, un univers impitoyable dans lequel chaque direction et chaque choix peut nous conduire à notre perte, un monde que l'on partage avec d'autres individus, et dans lequel on ne peut avancer sans raison ni but. Après tout, les personnages réfléchissent sur l'origine de leur présence en cette prison, de la même façon qu'il arrive à l'être humain de réfléchir à sa place dans le monde, à l'importance de la collectivité dans la survie de l'être humain. Quant à la relation entre les individus, le scénario nous propose une métaphore du confinement des humains dans la société. Les qualités et les compétences des personnages pour leur survie se révèlent tout au long du film, et dans le même temps, leur manque de sang-froid, la peur et le stress les empêchent d'unir leurs forces. Chaque personnage détient une pièce du puzzle, imprévisible, parfois dangereux, mais unis aux autres par leur soif de liberté et leur désir de survie. Les personnages sont le cube, et en conséquence, ils doivent se sauver d'eux-mêmes. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que Vincenzo Natali avait pour idée d'origine que le scénario se passe en enfer? Je pense qu'il n'en a pas complètement supprimé l'essence. Cube est en partie inspiré d'un épisode de la série The Twilight Zone, ou La quatrième dimension en français, une série télévisée américaine des années 60, et à mon avis l'une des meilleures séries télévisées jamais créées. Non, je vous assure, c'est super. Oui, je sais, c'est en noir et blanc et ça a l'air vieux, mais on s'en fout. Ça bat n'importe quel épisode de Black Mirror. L'épisode 79 donc, intitulé 5 personnages en quête d'une sortie, met en scène 5 protagonistes qui se réveillent enfermés dans un puits circulaire, à savoir un militaire, un clown, une danseuse ballerine, un SDF et un joueur de cornemuse. Tiens, d'ailleurs, question vision de l'enfer, c'est quoi pour vous le pire? Des pièges mortels ou être enfermé avec un joueur de cornemuse? Avouez que vous avez réfléchi 2-3 secondes. Cet épisode, qui a inspiré Vincenzo Natali pour Cube, est en partie inspiré de la pièce de théâtre Huis clos, la pièce la plus connue de l'écrivain et philosophe Jean-Paul Sartre. Attention, vous entrez dans la parenthèse chiante et pompeuse de cet épisode. Préparez vos lunettes, votre pipe, votre cardigan crème et votre thé tilleul camomille. Vous êtes toujours là? Eh bien, allons-y. Huis clos est une pièce de théâtre qui raconte l'histoire de 4 personnages condamnés à passer l'éternité dans un enfer bien particulier. Un enfer dans lequel il n'y a ni bourreau, ni instrument de torture physique. Une simple pièce dans laquelle les individus doivent faire face à leurs congénères et à eux-mêmes. Car l'enfer, nous dit Sartre, n'est pas le lieu de la torture physique, mais celui du jugement implacable d'autrui, porté sur nous-mêmes. D'où la fameuse phrase de Jean-Paul Sartre, « L'enfer, c'est les autres ». Une phrase qui a d'ailleurs souvent été mal interprétée, car elle ne sous-entend pas, comme on pourrait le croire, que les rapports entre les êtres humains sont toujours infernaux, mais à l'inverse que les autres sont, et je cite, ce qu'il y a de plus important en nous-mêmes. La plupart du temps, l'appréciation que nous avons de nous-mêmes est forgée de l'image que nous renvoient les autres. L'enfer serait une forme de dépendance à ce jugement des autres. C'est dans ces mêmes concepts que Cube, malgré son aspect très nihiliste du monde, celui qui emprisonne des personnes sans raison ni logique apparente, se rapportant à l'existence de l'homme comme vide de sens, révèle en fait un aspect plus existentialiste, celle de l'être humain qui se définit uniquement par ses propres actions. Mais qui mieux que Jean-Paul Sartre pour défendre une théorie existentialiste complexe? Les Simpsons. Dans l'épisode 12 de la saison 8 des Simpsons, Monsieur Burns, le patron d'Homer, organise un jeu de course en pleine montagne. Homer et Monsieur Burns arrivent en premier au point d'arrivée, un chalet, mais une avalanche recouvre le refuge. En attendant les secours, Homer et son patron se retrouvent à se blâmer mutuellement au sujet de l'accident, et la tension monte entre eux. Les enfants, tout ira bien pour votre père. Tout le monde met ses gants à manipuler les cadavres. Au final, Cube, ça reste avant tout un super divertissement. J'adore ce film, j'adore son ambiance, ses personnages, je trouve son univers très cohérent, et je trouve qu'il reste frais et efficace à chaque visionnage. Et je serais ravi d'avoir vos retours sur ce film dans les commentaires. Bonne soirée, et bonne séance. Mortimer? Ah, j'essayais d'ouvrir un paquet de M&M's. Qu'est-ce que tu... Non, attends, Ma chaussette? c'est pas ce que tu crois. Elle était consentante. Mais qui mieux que Jean-Paul Sartre pour défendre une théorie existentialiste? Mais qui mieux que Jean-Paul Sartre pour défendre une théorie existentialiste...